7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et bonjour François Bousquet. Bonjour Liselotte. Alors avant de recevoir notre invité, vous souhaitiez nous faire une petite annonce. Oui, dire à nos auditeurs que le nouveau numéro d'Éléments sera en kiosque demain, jeudi. Un numéro exceptionnel avec une couverture Mourir pour Kiev, qui nous rappelle Mourir pour Gdansk, Mourir pour Danzig. Les Français veulent-ils mourir pour Kiev, avec un entretien vérité de Caroline Galacteros, implacable, sur Macron qui nous entraîne vers une troisième guerre mondiale, absolument délirant. Un grand dossier consacré au séparatisme, les nouvelles guerres de sécession. Un autre grand dossier consacré au masculinisme, qui est la nouvelle rancœur des mâles, si l'on peut dire. Et une rencontre exceptionnelle avec Jean-Jacques Hano, donc en kiosque demain jeudi. Mes chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne fais que le vous répéter tout au long de la matinale. Procurez-vous le dernier numéro d'Éléments dès jeudi. Et tout de suite, on retrouve toujours François Bousquet et notre invité François-Xavier Consoli pour la vue de haut. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et donc, je le disais, nous recevons François-Xavier Consoli, l'essayiste qui s'est attelé à compiler les vies d'aventuriers d'exception. Une liste non exhaustive, bien sûr, mais ô combien passionnante, puisqu'elle nous dévoile les biographies d'hommes dépassés par leur renommée ou au contraire oubliés de l'histoire. François-Xavier Consoli, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Et puis donc, rebonjour à François Bousquet, vous venez de l'entendre. Alors pour commencer, comment définiriez-vous l'aventurier François-Xavier Consoli? Puisque dans le résumé du livre, vous expliquez qu'un aventurier, c'est avant tout quelqu'un qui repousse ses limites. Alors un petit garçon partant explorer le fond si sombre, inconnu et effrayant du jardin serait alors déjà un aventurier. Oh là, oui, alors c'est vrai que ça serait un peu difficile à définir l'aventurier, puisque justement les aventuriers que je décris dans le bouquin sont très différents les uns des autres. Oui, mais cette image enfantine est assez plaisante, oui, c'est un peu ça. Après tout, l'aventure, c'est dès qu'on est petit, affronter la forêt, la montagne, l'océan, les choses qu'on ne connaît pas. Et puis justement, précisément parce que ça fait peur, parce qu'on ne connaît pas, donc on a forcément envie d'y aller. Plus c'est interdit, mieux c'est. Et cette notion de connaissance, est-ce qu'il y en a aussi une de distance? Parce que quand on parle d'aventurier, on a souvent en tête ces grandes expéditions, plus ou moins périlleuses, qui mènent leurs participants dans des contrées lointaines, souvent sauvages d'ailleurs. Alors peut-on être un aventurier près de chez soi? Oui, aussi. On peut aussi être un aventurier, puisqu'après tout, se lancer dans l'aventure, ça peut aussi bien créer, je sais pas, une entreprise, fonder une famille, c'est aussi une aventure. Se lancer dans des tas de choses, proche de chez soi, pardon. Oui, c'est vrai, mais pour moi, il y aurait quelque chose qui manque. Ça me rappelle un petit peu ce que disait Jacques Brel, d'ailleurs, sans faire de misogynie aucune, mais il disait bien que les femmes avaient tendance à garder le gars, garder les hommes à la maison. Et je pense qu'en tout homme, il y a cet aventurier, cet esprit, cette volonté de vouloir partir, cette volonté d'aller au-delà des horizons, précisément parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a au-delà de l'horizon et on veut savoir. Oui, je pense que, oui, effectivement, il y a une aventure dans le quotidien, c'est vrai, mais la grande aventure avec un grand A, si je puis dire, c'est quand même aller vers l'inconnu. Oui. Et alors ça, vous parlez plutôt des hommes, effectivement, dans votre livre, il n'y a que des hommes. Désolé, mesdames. Mais tout à fait. Et surtout, on pourrait citer de grandes dames qui sont aussi de belles aventurières. Je pense à Hélène Boucher, moi qui me passionnait étant enfant. C'est une aviatrice qui a battu plusieurs records du monde de vitesse. Il y a plus simplement Aliénor d'Aquitaine qui se rendait jusque sur les champs de bataille, même pendant les croisades avec son époux. Alors pourquoi seulement des hommes? Vous l'avez dit, les femmes ont tendance à garder près d'elles, à être peut-être plus casanières. Est-ce que certaines ne mériteraient pas peut-être un second tome? Ça appelle un volume 2. Donc oui, si je fais un volume 2, il y aura certainement des femmes. Oui, on aurait pu mettre Marie Marvin aussi. Bref, il y en a des tas d'autres. Mais oui, c'est vrai. Il y a principalement des hommes. Il n'y a que des hommes là dans ce bouquin. C'est vrai, pour un volume 2, je pense qu'on pourrait ajouter des femmes. Mais c'est quand même plutôt masculin. C'est assez masculin. Et peut-être aussi, parce que la majorité des hommes dont je parle dans ce livre, bon, il y a des personnages du XXe siècle, mais c'est aussi des personnages qui remontent jusqu'à l'Antiquité. C'est peut-être, on va dire que les femmes se démarquent plus au niveau de l'aventure en avançant dans le temps. Ouais. François Bousquet. Il y a quelques belles aventurières dans le passé. Mais ça étant dit, il y a des femmes, néanmoins, qui apparaissent dans ce livre. Il y a 15 portraits, ce sont des garçons, de toute évidence, mais
c'est un peu celle qu'a évoquée Jacques Chirac lorsqu'il disait à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. Hein. C'est un petit peu les femmes qui apparaissent et qui affleurent. Pour rester sur cette définition de l'aventurier avant de s'aventurer, si, pour ainsi dire, hein, dans les portraits au cas par cas, que vous inspire la définition que Roger Stéphane a donnée dans son portrait de l'aventurier? Je la cite, elle est très brève. Hein. J'appelle aventurier celui qui s'engage au service d'une cause sans y adhérer, qui engage sa vie plus pour son propre salut que pour la victoire. L'aventurier, deux points, le contraire du militant. Oui, c'est assez juste. Oui, c'est assez juste. On pourrait dire qu'il y a des aventuriers positifs et des aventuriers négatifs. Là, par exemple, l'aventurier négatif qui me vient en premier, moi, ça serait le baron fou, baron Ingern von Sternberg. Alors lui, bon, je pense que ça va évoquer certaines choses à notre ami François Bousquet. Peut-être préciser pour nos auditeurs. Hein. Pardon ? Préciser pour nos auditeurs la grande figure qu'il a été, puisque c'est un des deux personnages à qui vous dédiez votre livre, un des deux jeux, Raspail et Mabir. Hein. Mabir lui a consacré un magnifique livre, hein. Et puis surtout c'est un personnage de bande dessinée, désormais Ingern Stenberg. Pardon. Ah oui, c'est sûr, oui, alors effectivement, oui, moi ça m'est tellement familier maintenant, mais ça c'est un personnage que je pourrais en parler des heures, ça c'est peut-être un des personnages les plus centrales d'ailleurs du livre. Pour les auditeurs, qui est ce personnage? C'est un général blanc, un officier blanc qui, lui, va se... C'est plus qu'une chevauchée, c'est plus qu'une aventure, lui. C'est carrément une entreprise, on va dire, millénariste, si je puis dire. En tout cas, c'est un personnage qui, en tant qu'officier blanc, va lutter contre les bolcheviks au moment de la révolution russe et qui, à la différence de beaucoup qui vont partir à l'ouest pour devenir chauffeur de taxi, par exemple, lui va décider de partir à l'est et un de ses grands projets, ça sera de créer une espèce de horde asiatique en réunissant en fait les populations de la steppe, quoi. Et ça, c'est absolument fascinant puisque c'est un homme qui va aller vraiment au bout. Finalement, en mettant sa vie en péril, en décidant de tout plaquer, comme on dirait aujourd'hui, alors que précisément, il a eu des possibilités. On lui a proposé, non mais vous pouvez partir vers le Japon, vous pouvez aller vers Port Arthur, etc. Et puis non, jusqu'au bout, il a un projet, il a une mission, si je puis dire, et il ira effectivement jusqu'au bout de cette mission. Et ça, c'est un personnage, lui, un aventurier qu'on pourrait considérer comme négatif. En plus positif, il y aurait des personnages comme Robert Succès, par exemple. Robert Succès, lui, c'est un Vendéen, motard, passionné par la moto. Au début du XXe siècle, c'est un nouveau véhicule, c'est tout nouveau, la moto. Et il va décider de se passionner pour la motocyclette et il va parcourir le monde en moto. Et il va d'ailleurs, j'en dis pas trop parce que sinon je déflore un petit peu le livre, ce serait dommage, mais il va d'ailleurs inspirer un personnage, un auteur, il ne faut pas que j'en dise trop sinon on va tout de suite comprendre, qui va créer un autre personnage de bande dessinée. Et ce personnage-là va avoir effectivement une ampleur, va avoir une influence tout au long de dans le monde de la bande dessinée tout au long du XXe siècle considérable. Et c'est Robert Succès en partie. Alors, pour certains, il n'y a pas que lui, mais je trouve quand même que la thèse comme quoi c'est Robert Succès le principal inspirateur du personnage à la houppette. Voilà, j'en ai déjà trop dit. Il suffira de lire et les auditeurs comprendront de quoi je parle. Chers auditeurs, on vous invite à vous procurer le livre, à découvrir tous ces aventuriers d'exception. Alors, François-Xavier Consoli, comment les avez-vous choisis? Parce qu'il y a de grands noms, comme Surcouf, et puis il y en a d'autres un peu moins connus, comme Robert Succès, justement. Alors, quels étaient vos critères, s'il y en avait? Au début, je ne savais pas trop. J'ai commencé par, puisque c'est comme ça que j'ai un petit peu créé le livre, c'était à partir de chroniques radio, parce que j'ai fait de la radio avant. Et je cherchais des grands personnages, des hommes un peu connus. C'est toujours difficile, vous savez, de trouver le personnage un peu connu, mais pas trop. Et, ou alors de tomber vraiment dans l'homme complètement mystérieux et inconnu de tout le monde. Donc il faut trouver la ligne. Et donc je me suis intéressé par exemple à Ziké en premier lieu, Cisia Ziké, pareil, on pourra en parler des heures. Et de là, je me suis dit, bon, voilà cette ligne. Il faut que je trouve le juste milieu entre le personnage un peu connu, pas trop connu. Donc après, au fil des lectures, et puis c'est amusant, mais comme souvent, c'est un petit peu comme une pelote de laine. Hein. Dès lors on commence à détricoter un petit peu et qu'on s'intéresse à un sujet, on en trouve un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis finalement, c'est le chemin justement de l'aventure, quoi. Ça se fait tout seul. François Bousquet.
Oui, puis il y aurait peut-être beaucoup d'autres, hein. Là, il y en a 15, hein, mais oui, vous avez 2 volumes, 3, 4 volumes, parce que moi j'ai en tête le Marquis de Morès, hein, qui pourrait rentrer dans la galaxie consolienne, si je puis dire, hein. J'ai en tête le Duc de Lauzun, qui est génialissime, et dont La Bruyère disait on ne rêve pas comme il a vécu. Et je trouve que c'est un peu une définition de tous vos personnages, on ne rêve pas comme ils ont vécu. Oui, c'est vrai. Ce sont là où moi c'est ça qui m'a vraiment bouleversé finalement dans ces aventuriers, dans ces destins. C'est que pour moi, ils vont au-delà d'une certaine forme d'existence. Alors ça peut paraître un petit peu mystérieux justement comme expression, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ont décidé de ne pas vivre. Ils vont au-delà de la vie. Et c'est ça, pour moi, la véritable aventure, si on pouvait donner en définition. Ils vont au-delà de la vie. Ils ne font plus que repousser les limites. Ils repoussent les limites, certes, mais ils vont au-delà de la vie. Ils vont au-delà... Alors, je ne parle même pas d'une certaine forme de bien-pensance ou de tenue. Ce sont des hommes qui se créent une tenue. Je parlais de Ziké. Ziké, c'est un bon exemple. Ziké, lui, justement, est un petit peu plus connu parce qu'il est beaucoup plus contemporain. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Il est mort en 2003, il me semble. Et lorsqu'il était invité chez Pivot, le regretté Pivot, il disait bien, lorsqu'on lui posait la question, mais attendez, vous avez une arme sur vous, d'habitude, vous décrivez dans vos livres que vous faites un petit peu votre propre loi. Il dit, non, alors, bon, écoutez, là je suis en Europe, donc je respecte un petit peu, mais lorsque je suis sur un autre continent, oui, bien sûr, je me balade armé. Mais vous vous rendez compte quand même qu'il y a des lois? Oui, il y a des lois. Les lois, c'est très bien. Je considère que les lois, c'est très bien dans un pays, ça maintient un pays. Mais il y a des individus qui n'ont pas besoin, c'est eux-mêmes qui se la font. Et je pense qu'il appartenait à cette espèce de race d'aventuriers qui va un petit peu au-delà des lois, précisément parce que c'est eux-mêmes qui se la font. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de faire un portrait idyllique du délinquant, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Là, on n'a pas affaire à des délinquants, on a affaire justement à des personnages qui vont au-delà des lois parce que précisément, ce sont des trempes, ce sont des individus qui se créent un destin. Et c'est en ça, je trouve que c'est assez bouleversant. Pour être aventurier, il faut savoir sortir du cadre qu'aujourd'hui nous imposerait d'ailleurs une certaine bien-pensance. Ah ouais, oui. Là, je parlais de Ziké. Déjà, à l'époque, dans les années 80, on lui reproche... mais à demi-mot, parce qu'on est encore les années 80, mais on lui dit, oui, vous êtes misogyne, et clairement raciste, etc. Et il dit, oui, très bien. Et alors on me traite de raciste simplement parce que je connais des populations d'Amérique du Sud avec lesquelles j'ai trouvé de l'or. On me traite de raciste simplement parce que je suis en Australie avec des aborigènes où justement je cherche à nouveau de l'or. Mais en fait, je parle de populations que je connais, que je fréquente, avec lesquelles je vis. Donc tant pis si on me traite de raciste. Qu'importe. Mais effectivement, des personnages comme ceux-là, il y en aurait bien d'autres. C'est totalement impossible aujourd'hui. On pourrait parler de Surcouf aussi. Surcouf a fait dans la traite négrière. Alors ça, c'est impossible aujourd'hui. Parler de Surcouf, évidemment, la première chose dont on va parler si on parle de Surcouf aujourd'hui, c'est oui, mais vous vous rendez compte, il a fait dans la traite négrière. Oui, très bien. Bon, mais son second, qui lui a sauvé la vie à maintes reprises, était noir aussi. Donc ces gens-là n'ont pas de considération morale ou perclus de moraline comme on peut en avoir aujourd'hui. Donc c'est plus compliqué d'être un aventurier aujourd'hui, sachant cela ? Oui, je pense. Il y a déjà aussi, faut pas oublier, une espèce de rétrécissement du monde. Bon, le monde est à portée de téléphone. On voyage très vite. On prend un avion, en quelques heures, on est à l'autre bout du monde. Donc il y a ça qui a beaucoup changé. Si on va aux Amériques aujourd'hui, on ne prend pas un cargo ou un bateau avec lequel on va faire une traversée pendant 3, 5, 6, 10 jours, 15 jours. Donc il y a déjà ça. Il y a bien évidemment la bien-pensance dont je parlais, et puis peut-être, oui, une forme de désenchantement du monde. Voilà. Après, il ne s'agit pas d'être négatif surtout, attention, hein. Mais peut-être qu'il y aurait d'autres formes d'aventure. En tout cas, ça c'est ma nature, je pense qu'elle est moins enchanteresse, si je puis dire, que les personnages que j'évoque. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une tendance à vouloir tout sursécuriser qui empêcherait l'aventure ? On a envie de protéger le citoyen de tout ce qui pourrait le menacer. Alors aujourd'hui, on peut encore prendre la voiture, mais demain, est-ce que prendre la voiture, ça serait pas risqué d'avoir trop pollué, mais avoir trop d'accidents on pose des limites partout pour le bien-être, pour la sécurité. On a peur du danger aujourd'hui. Ah oui, l'aventure zéro risque. Puis on a quand même eu 2 ans de cette magie covidienne là. Donc oui, on était dans le tout hygiène. Bon, très bien.
je ne suis pas bien sûr qu'on puisse partir à l'aventure sans risque. Il suffit de faire un petit peu d'alpinisme pour le savoir, il suffit de faire un petit peu de voile pour le savoir. Donc oui, je trouverais ça curieux. Ne serait-ce que monter à cheval, c'est déjà risqué, hein. On peut tomber de cheval, on peut mourir en une simple chute de cheval. Donc si on considère qu'il faut éviter les risques, ça sert à rien de partir à l'aventure. Et ça va de soi. Donc en plus de la bien-pensance, le monde sécuritaire et hygiéniste dans lequel nous sommes aujourd'hui me paraît effectivement moins propice à l'aventure. François Bousquet. Pour rester sur ce cadre moral, hein, je crois que c'est pas le cadre adéquat pour aborder et envisager vos personnages, vos aventuriers, parce qu'ils débordent, ils excèdent, ils sont à la fois sympathiques et antipathiques, positifs et négatifs, peu importe, hein. Je ne sais pas si vous avez en tête Le Banquet des Soudards de Bernard Lugan, ou si vous l'avez pas lu, je vous le recommande vivement, parce que c'est un livre qui ressemble étonnamment au vôtre, hein. Alors lui, il ne prend que des négatifs, des affreux, sales et méchants. Mais précisément, ils sont tellement poétiques, hein. Ils sont tellement extraordinaires, ils sont tellement hors cadre, hors champ, qu'on ne peut pas les analyser à travers une grille de lecture moralisante, comme vous le dites, hein. Oui, c'est vrai. Peut-être que... Mais c'était par rapport à la question de l'époque. Je pense qu'effectivement, pour ces personnages-là, précisément comme j'ai dit, comme ils vont au-delà du destin, la morale ne s'applique pas. Pour eux, il n'y en a plus. Voilà. Et précisément... Si on prend un autre personnage, c'est Richard Francis Burton, qui lui est un aventurier anglais, membre de la gentry, personnage haut en couleur, qui a une très très bonne éducation, et pourtant qui serait considéré aujourd'hui comme un aventurier et un peu un satire, hein, très 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 porté sur la chose, et en même temps, c'est ça que j'apprécie finalement chez ces personnages, c'est que Burton, par exemple, c'est un personnage qui va traduire des livres sexuels arabes, etc. Mais précisément parce qu'il y a l'aspect culturel, ça l'intéresse. C'est pas uniquement gratuit. Et ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'époque, on est dans une époque aujourd'hui qui se veut moqueuse. Si on écoute Canal+, France Inter, etc. Dans le sens où on veut faire mal, on veut piquer, tout en se prétendant rebelle, tout en se prétendant justement par-delà la morale, parce que précisément nous, journalistes, bien-pensants, artistes bien-pensants, on se débarrasse de toute forme de morale parce que nous faisons de l'art, et précisément nous sommes dans le vrai parce que nous faisons de l'art. Mais non, là à mon avis, là où il pêche, c'est que les hommes dont je parle dans ce livre, justement vont au-delà de la morale, mais ne prétendent pas à une quelconque forme de rebellitude. Ils sont rebelles, mais ils ne le proclament pas. Et c'est ça la différence. Lorsque vous avez des gens qui font des petites chroniques sympathiques et assassinent sur tel et tel média, eux se veulent rebelles, se veulent, comment dirais-je, brisent un petit peu l'esprit bourgeois, alors que précisément ils l'incarnent. Et c'est ça, pour moi, la grande duperie. Là-dessus, Monsieur Bousquet, vous avez raison, les personnages dont je parle là-dessus n'ont pas besoin d'être analysés d'un point de vue moral, finalement, parce que précisément, eux ne s'inscrivent pas du tout dans ce cadre-là. Ce sont les aventuriers et ils vont simplement au bout. Finalement, ils n'ont pas besoin de plaire à qui que ce soit. Et pour rester sur cette dimension évoquée par Liselotte, hein, l'aventure hier ou aujourd'hui, ça va vous sembler très exagéré, hein, la question que je vous soumets, mais est-ce qu'il y a encore de l'aventure aujourd'hui? Il ne peut plus y en avoir de l'aventure en ce sens que ce sont désormais des professionnels de l'aventure. Ce sont des athlètes de très haut niveau. Ce sont des sportifs, hein. Ouais, moi, j'ai en tête Nicolas Vanier. Il est merveilleux, Nicolas Vanier. Mais en plus, c'est un militant. Il veut sauver le pôle Nord, hein. Quand Maud Fontenoy traverse l'Atlantique, c'est pour sauver le climat. Donc non seulement ce sont des sportifs, hein, ce qui n'était pas le cas de vos aventuriers, ce ne sont pas des sportifs, je veux dire, ce sont tous sauf des sportifs, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des amateurs, hein. Et puis ils n'ont pas d'ambition morale, hein. Et oui, finalement, là vous mettez le doigt sur quelque chose aussi intéressant, c'est-à-dire que l'aventure s'est professionnalisée. Donc lorsqu'on a affaire à des cadors de l'alpinisme, des cadors de l'aviation, que sais-je, eh ben oui, on a affaire à des gens qui s'entraînent, donc finalement des gens qui se donnent pour but. Et j'en reviens finalement au tout début de notre conversation, c'est-à-dire que ce sont les personnages dont je parle, ce sont des gens qui ont trouvé un but, qui finalement se sont imposés un destin,
mais un petit peu par hasard. Et là-dessus, Monsieur Bousquet, vous avez raison. Si aujourd'hui, il faut être un professionnel de l'alpinisme ou un professionnel, je sais pas moi, de la glace ou que sais-je, pour sauver le pôle Nord, bon, bah très bien, on part à l'aventure au pôle Nord, mais on part à l'aventure parce qu'on doit sauver le pôle Nord. Pourquoi pas? Très bien, hein, c'est très bien de vouloir sauver le pôle Nord. Mais je trouve ça, à mon sens, il manque quelque chose. Je trouve qu'il y a un côté finalement enchanteur qui, là, n'est pas. Il y a une dimension très commerciale aussi maintenant. On est sponsorisé par des marques, on peut être soutenu même parfois par des organismes, etc. Parce qu'on doit porter cette image. On est plus dans la démonstration qu'avant. Ah bah oui, à partir du moment où on est floqué je ne sais quelle marque, etc., oui, on est déjà dans la démonstration. Oui, on a besoin de se montrer. Tout ce qu'on reporte sur les réseaux sociaux, par exemple. Aussi. Donc oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'à partir de là, c'est quand même difficile de jouer la carte de la spontanéité dès lors où un sponsor vous demande de mettre en 4x3, en 4x3 ou sur son t-shirt le nom de la marque. Bon, oui, pourquoi pas. S'arrêter pour poser, pour prendre la bonne photo. Et en plus, avec ça passe bien bon sur Instagram, sommet, donc c'est parfait. Oui. Messieurs, je vous coupe un instant, il est presque 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors pour les auditeurs qui nous rejoignent en route, c'est le cas de le dire, nous sommes en présence donc de François-Xavier Consoli, l'auteur de Les Aventuriers de la vie, destin d'exception, et nous en parlons avec François Bousquet. François Bousquet, d'ailleurs, vous avez la parole. Oui, il y a un personnage qu'on n'a pas évoqué, qui s'impose, c'est Antoine de Tounens. Parce que pour quantité de raisons, c'est votre dernier portrait, je crois. Et puis, c'est également, votre livre est dédié à Jean Mabire, qu'on a évoqué déjà, mais également à Jean Raspail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus à nous Patagons, fous de l'œuvre de Jean Raspail, hein? Alors, ça va faire plaisir aux amateurs de ce bon vieux Jean Raspail. Évidemment, Antoine de Tounens, lui, c'est un pareil. Eh ben, ça rejoint exactement ce qu'on disait à l'instant. Antoine de Tounens, c'est un petit fonctionnaire, petit avoué, petit personnage gris, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui est dans les papiers, qui est dans le droit, mais c'est un personnage qui va découvrir l'aventure par les livres de géographie. Et puis, un jour, au hasard d'une lecture, il apprend l'existence d'un endroit qui s'appelle la Patagonie, en Amérique du Sud. Ah tiens, donc on est au 19e siècle, milieu du 19e siècle, et puis il se dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quel est ce nom? Ça m'interpelle, c'est beau, c'est où? Et pourquoi pas? Allons-y, il y va. Et alors, je vais très vite, parce que sinon je raconte et c'est dommage. Mais il va, au hasard des rencontres, au hasard de l'aventure justement, devenir roi. Roi d'un peuple qui s'appelle les Mapuches. Ce sont des Indiens. Et alors, il va s'imposer, tant bien que mal. Ça ne sera pas évident. Et on va l'aider, on va le trahir. Il va devoir rentrer, il va revenir. Donc, ça va être une aventure absolument... mais c'est l'aventure d'une vie. Et il va donc créer un espèce de royaume, donc le royaume d'Araucanie et de Patagonie, avec le drapeau qui aujourd'hui est un... C'est ça qui est très drôle, c'est que j'ai appelé ça c'est un royaume d'opérette, voilà. Mais justement, c'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est un royaume qui n'est reconnu par personne, si ce n'est peut-être par finalement les derniers aventuriers qui existent, à savoir finalement les descendants, entre guillemets, du roi Antoine de Tounens, dont d'ailleurs Jean Raspail était... je connais pas tous les détails vis-à-vis de la vie de Jean Raspail et de ses liens avec tout ça, et François Bousquet pourra nous en dire plus, j'en suis sûr, mais il est clair que voilà, Raspail s'inscrivait dans cette tradition, et dans cette forme d'héritage de royaume lointain, perdu, qui n'est reconnu de personne, mais qui est reconnu, comme j'ai dit, par les derniers aventuriers un peu fantasques et complètement fous, qui ont décidé que finalement l'aventure existait toujours. Voilà. Si vous permettez, François-Xavier, oui. sur Raspail, et même sur vous, il n'y a pas d'aventure sans littérature, je crois. C'est la littérature qui a fait, c'est Raspail qui a fait revivre ce royaume de Patagonie. Moi, je pense à Dominique Vénère. Il y a eu un papier consacré à votre livre sur le site de la revue Éléments d'Anthony Marinier, où il cite le cœur aventureux. Le cœur aventureux, c'était une phrase que Vénère empruntait à Junger.
Junger, c'est la même chose, hein. On est toujours à cheval entre l'aventure et la littérature, hein. L'une est quasiment à la condition de l'autre. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a la poésie, me semble-t-il, hein. Oui, c'est vrai. Après tout, peut-être que justement, lorsque l'aventure de la vie, l'aventure qu'on vit à travers notre corps, finit toujours par passer, précisément parce que nous sommes peu de choses, la littérature, oui, la littérature reste. Donc, il y a toujours forcément une forme de confession aussi dans la littérature. Quand on écrit quelque chose, on a envie de laisser une trace. Et là-dessus, effectivement, Monsieur Bousquet, vous avez tout à fait raison. À partir du moment où on laisse une trace littéraire, à partir du moment où on a planté le sabre, mais on a planté la plume, si je puis dire, eh ben, oui, il y a forcément un lien entre l'aventure et la littérature. D'ailleurs, je me souviens, une de mes premières recherches, c'était dans un rayon, un magasin quelconque, mais un rayon. Et le rayon, c'était aventure. C'était pas, comment dirais-je, récit aventurier ou je ne sais quoi. Non, c'était marqué en gros aventure. Et effectivement, c'était aventure. Et alors, une aventure où il y avait c'était des tas de livres. Et pourtant, voilà, le meilleur témoignage finalement de l'aventure, effectivement, c'est le récit, c'est le roman, c'est la plume. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Et ce, dès l'enfance, hein. Et ce, dès l'enfance, parce que ce sont toutes les fictions de l'enfance, pas seulement les livres, hein. Mais vous le dites, hein, les mythes, hein, les légendes, hein, les récits, autrefois au coin du feu, aujourd'hui à travers la littérature jeunesse, hein. Mais c'est les prédispositions à l'aventure, hein, s'irriguent, hein, se nourrissent de cette littérature de fiction, quoi. Donc littérature et aventure me semblent vraiment liés. Ah oui, bah de toute façon, si très jeune on lit l'Iliade, l'Odyssée ou que sais-je, à partir de là, oui, on est forcément porté toute sa vie par l'aventure et par le désir de surfer le Kali Yuga, comme on dit. Est-ce qu'il n'y a pas une forme justement d'arrogance derrière cette témérité, peut-être même d'orgueil à vouloir se confronter à des choses qui nous dépassent et à s'en croire capable, alors qu'en même temps, c'est peut-être assez paradoxal, il faut une certaine humilité pour reconnaître justement sa faiblesse par rapport, quand on fait face aux éléments, par exemple, tout simplement. De toute façon, si on décide de partir à l'aventure, il faut les deux. Il faut l'orgueil du courageux qui décide que de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit l'obstacle, j'arriverai à le franchir, sinon on arrête. Sinon on arrête tout de suite. Et en même temps, lorsque la journée est finie, lorsqu'on a réussi à gravir la montagne, lorsqu'on a réussi à passer le cap, lorsqu'on a réussi à passer la vague... À devenir roi de Patagonie. Voilà, on devient roi et en tout cas on se dit, j'ai réussi, mais quoi qu'il arrive, je reste bien peu de choses. Voilà. Et finalement, oui, il y a, une fois encore, on en revient à ce qu'on disait, hein, le destin des aventuriers, c'est de se donner un cap, d'aller au bout de son objectif, de se faire quelque part sa propre morale, mais à la fin de se dire, voilà, sous le bon Dieu ou sous les dieux, qu'importe, je reste bien peu de choses. Ouais. C'est quelque chose qui manque peut-être à l'homme moderne, qui justement a de moins en moins d'obstacles à franchir pour arriver à son but, mais paradoxalement se sent de plus en plus surpuissant et veut tout contrôler. À partir du moment où vous êtes dans un monde qui ne croit plus, vous avez forcément un autre regard sur le destin, sur la vie, sur l'existence. Donc il est clair que si vous êtes dans un monde athée, incroyant, appelez ça comme vous voulez, il est clair qu'il n'y a plus d'aventure aussi. Ouais. Il n'y a plus d'aventure. Il faut une forme de spiritualité. Mais tous les hommes que je décris ont le feu. Ils ont le feu sacré. Si on n'a pas le feu, ça ne sert à rien. François Bousquet. Oui, aventure, esprit de l'aventure, aventure de l'esprit. Pour autant, peut-être une nuance, hein, sur ce que vous dites, François-Xavier. Est-ce que l'aventure, ce ne serait pas plutôt le propre d'une esthétique de droite, hein, alors que les missionnaires renverraient à une esthétique ou une vision du monde plutôt là, pour le coup, ou une morale de gauche, hein. Moi, je pense évidemment à Spaggiari, puisque il ouvre votre livre. C'est un mythe. Dans toutes les droites, et puis les droites les plus radicales. Est-ce que c'est pas plutôt à droite vos personnages, hein, bref, qui vous ressembleraient, hein? On pourrait dire ça, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je vais être honnête, moi, les étiquettes gauche-droite, ça me parle pas des masses. Mais oui, après, on va pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Si on prend Spaggiari, on va faire la comparaison. Spaggiari, grand bandit, et une espèce de filou de droite qui affiche clairement la couleur, et de l'autre un Mesrine par exemple.
Mesrine, pareil, donc on peut comparer puisque bon, c'est un voyou aussi, c'est un braqueur aussi. Par contre, l'usage de la violence c'est très différent. Les revendications aussi sont très différentes. D'ailleurs, Spaghieri quelque part n'en a pas. Sa seule revendication, c'est de se foutre du monde. C'est ça en fait sa grande ambition. À la fin, Mesrine, quand justement il devient très de gauche, lui, il prend les choses très au sérieux. Il devient revendicatif, il devient militant. Et peut-être que là-dessus, alors d'accord, effectivement d'accord, François, je serais d'accord avec vous. Peut-être là-dessus, peut-être, oui. Dès lors où on devient militant, donc peut-être plus de gauche, si je puis dire, je mets des guillemets, mais dès lors où on devient plus militant, on est, pardonnez-moi l'expression, beaucoup plus chiant. Donc c'est peut-être effectivement ça la différence. Un Spaghieri reste fantasque, haut en couleur, jusqu'au bout. Voilà. Le gentleman cambrioleur. Voilà, le gentleman cambrioleur. Et il faut rester gentleman. Il y a plein d'autres personnages on a fait que les évoquer, mais globalement, il y a pas mal de militaires, mais surtout des corsaires. Ah oui, bah il y a effectivement cette sainte trinité que sont Stache le moine. On connaît très peu de choses sur lui. Pareil, je vais pas en parler parce que c'est un personnage trop mystérieux pour ne pas dérouler le fil et puis aller au bout. Donc Stache le moine, l'un des premiers corsaires. Pourquoi ? Parce qu'il est chargé par le roi de France de l'époque de s'emparer des navires commerciaux de la perfide Albion. Donc on a Stache le moine, on a Jean Bart, voilà, ça va faire plaisir aux habitants de Dunkerque, et on a bien sûr Robert Surcouf, lui qui lui est beaucoup plus connu, et encore parce que finalement voilà on le connaît un peu, mais quand on creuse, moi j'ai aussi appris des tas de choses et découvert des tas de choses sur lui, et pareil c'est un personnage, on pourrait en parler des heures. Est-ce que Pardon, allez-y François. Non, il y a un personnage, mais je me suis fait avoir par les Américains, c'est le dernier samouraï. Hein. Moi, j'étais convaincu que le dernier samouraï, c'est Tom Cruise. Hein. Enfin, on se comprend, je veux dire, c'est forcément un Américain. Pas du tout. Et oui, pas du tout. C'est un Français, parce que les Américains ont cette fâcheuse tendance. Ils reprennent. Déjà, ils ont une histoire beaucoup plus courte que la nôtre, donc ils ont toujours tendance à aller piquer à droite à gauche. Et ils ont notamment piqué l'histoire d'un certain Jules Brunet. Alors, on en parle un petit peu plus depuis quelques temps. C'est un personnage, pareil, en couleur, un militaire de carrière, qui va être envoyé par la France au Japon au moment. Donc, on est dans les années 1870. Il est envoyé au Japon au moment où le Japon se modernise. Et alors, ça va créer énormément, pareil, je fais très vite, ça va créer une espèce de scission au sein de la société japonaise, et notamment pour une classe, en tout cas un rang de personnages très particuliers que sont les samouraïs. Et les samouraïs vont refuser, entre guillemets, je vais très vite parce qu'il faudra apporter des détails et des nuances, mais les samouraïs vont refuser cette modernisation. Et alors que la mission française est terminée, et que les soldats français sont rappelés, Jules Brunet, avec quelques autres officiers, décide de rester. Et il va, lui, comme dernier samouraï blanc, il va rester avec ses camarades de combat et en tout cas, il ne va pas y laisser sa vie, lui, mais il va rentrer in extremis, mais il va lutter contre cette modernisation. Finalement, on parlait de désenchantement du monde, on y est. Voilà, Jules Brunet est peut-être un personnage qui montre bien que l'aventure, c'est aussi cette volonté de garder le monde un petit peu enchanté, ou en tout cas enchanteur, alors que précisément la machine-outil avance. Et donc oui, effectivement, François, le dernier samouraï, même si le film avec Tom Cruise est très bien, hein, y a pas de problème, la musique est fabuleuse, mais il n'empêche que ça reste une légende française, et pas une seule fois dans le film, j'ai bien regardé, hein, j'ai bien vérifié, pas une seule fois, Jules Brunet, on fait mention de Jules Brunet, hein, ni dans le générique, ni nulle part. Est-ce que vous pensez que tous ces héros, si vous les avez choisis aussi, c'est parce qu'ils méritent d'être plus connus ? Ou est-ce que leur charme peut aussi faire partie du fait que finalement, ils sont parfois un peu laissés de côté ? Ça en fait justement aussi ces personnages mystérieux. Ils mériteraient d'être connus, bien sûr, puisque je pense, étant donné qu'on est à l'ère des séries, par exemple, je pense que ces personnages mériteraient des séries. Des films bien sûr, mais aussi des séries. La série me semble aujourd'hui un format idéal pour raconter une histoire. On a le temps. Donc oui, ça serait fabuleux. Hein, mais bon, il faut les moyens, hein, parce que c'est des personnages bonnes boîtes de production. Voilà, il faut les moyens, il faut de la production. Hein, si on n'a pas des bons bailleurs de fonds derrière, c'est compliqué. Mais oui, ce sont des personnages qui mériteraient d'être connus. Ce sont des personnages qui, comme on l'a évoqué en parlant de la bien-pensance et tout ça, ce sont des personnages qu'on mettra jamais.
pour la plupart, qu'on mettra jamais vraiment en avant, puisque de toute façon, voilà, c'est vieux, vous savez, c'est vieux. Vous savez, on peut utiliser un petit peu la substantifique moelle de telle et telle histoire, et puis la repeindre, et puis lui donner d'autres oripeaux. Mais faire dans l'authenticité, ça intéresse pas des masses. Non, oui, vous avez raison. Je pense que ça serait très bien d'en parler, ça serait très très bien d'en faire des séries, d'en faire des films, et puis ça peut tenir sur 1, 2, 3 saisons. Mais oui, un dernier personnage moi, que j'aime aussi beaucoup, parce que j'ai un truc avec la montagne, moi, c'est Jacques Balmat. Jacques Balmat, savoyard, ça plaira aussi aux habitants de Chamonix. Savoyard, grandiose, qui est le premier à avoir escaladé le Mont Blanc. Alors aujourd'hui, escalader le Mont Blanc, c'est la sortie d'un week-end. Hein. Mais à l'époque où il a fait ça, là on est à la fin du XVIIIe siècle, c'est nouveau, c'est dangereux. Il n'y a pas de mousqueton, il n'y a pas de tente quechua, il n'y a rien. Hein. C'est un bâton et finalement la connaissance du terrain, précisément parce que c'est un gars du pays. Mais ça, c'est ça où pour moi, là, on en revient toujours au début. Ce qu'on disait, c'est qu'on a affaire à des aventuriers. Ils n'ont peur de rien. Leur objectif, c'est ça. Ils savent qu'il y a un concours comme quoi il faut arriver le premier sur le Mont Blanc. D'accord. Et il y a une petite récompense. Ah bah très bien, je suis un petit gars du peuple. Voilà, j'ai du monde à la maison et je connais le coin. J'y vais aller au bout et on verra bien. Certains aventuriers plus modernes aujourd'hui expliquent qu'ils sont parfois drogués à l'adrénaline. Est-ce qu'il y a quand même aussi ce côté irrésistible? Parce que je pense qu'il faut aussi avoir des dispositions. Et en l'occurrence, une fois qu'on tombe là-dedans, on a du mal à réussir à résister à cet appel. Ah oui, on ne peut pas justement. Il faut être drogué effectivement à ça. Sinon, on ne peut pas. Je pense par exemple, pardonnez l'anglicisme, c'est la dénomination. Je pense par exemple aux gens qui font du base jump, donc c'est-à-dire qui se jettent dans le vide, vous savez, mais sans parachute et qui planent après comme des oiseaux. Et ça, je trouve ça effectivement assez fabuleux. Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne. Vous parliez d'Instagram tout à l'heure. On est quand même beaucoup là-dedans, parce qu'on est dans la démonstration de la capacité sportive et de l'exploit sportif. Ça rejoint aussi ce que vous disiez, François. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une forme de démonstration. L'aventurier n'a pas besoin de faire de la démonstration, n'a pas besoin de démontrer le fait qu'il sait sauter, le fait qu'il sait escalader, le fait qu'il sait naviguer. Il le fait. François Bousquet, vous voulez finir en quelques secondes cet entretien qui malheureusement touche à sa fin? J'aurais bien abordé l'aventure spatiale, mais on n'a pas le temps. Oui, donc c'est soit Koh-Lanta, puisque l'aventure, en préparant l'émission, je me suis rendu compte du nombre d'émissions qui sont consacrées à l'aventure dans la télé-réalité. Donc aujourd'hui, c'est Koh-Lanta, l'aventure. Il vaut mieux lire Consoli, je crois. Et oui, Koh-Lanta, si c'est ça, oui, quelle tristesse, puisque c'est quand même de l'aventure plastique, poudrée, et finalement, une fois encore, on me pardonne l'expression, mais c'est ça, c'est quand même très chiant, quoi, simplement. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt, on peut trouver son compte en regardant ça, mais effectivement, commencez par lire des livres, et puis après, lancez-vous dans l'aventure. Merci beaucoup pour cette belle conclusion, François-Xavier Consoli, et merci aussi d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et essayiste, auteur de La République contre la France, et donc de ce livre, Les Aventuriers de la vie, aux éditions du Verbe Haut. Merci aussi à vous, François Bousquet, notre partenaire du mercredi, rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. À très bientôt.